parce qu'il y a une simplicité quand même en finance. C'est pas si complexe que ça, là. Non. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Mais quand on ne sait pas, c'est compliqué. C'est un monde, là. Puis pour les gens, là, les chiffres, j'aime pas ça. Mais c'est comme si quelqu'un dit, moi, la santé, ça m'intéresse pas. Mais à un moment donné, tu arrives à un seuil que tu fais 100 000 de plus par année. Si tu sais pas comment gérer 100 000, tu ne sauras pas comment gérer 200 000. C'est que les gens, ils savent pas quoi faire avec de l'argent. Avec le même argent, quel impact financier on peut avoir. C'est tellement un bon point. C'est juste ça, avec le même argent. Fait que ça, bâtir son bonheur, bâtir son patrimoine, bâtir sa vie financière, au lieu de carburer au jour le jour, hein, on a juste une vie à vivre, on flambe tout. Je connais personne qui flambe tout, puis qui est à crédit, puis qui est content. L'argent, c'est une ressource, c'est une sécurité, et c'est surtout des outils. Il faut que tu bâtisses quelque chose avec ça. Bonjour, bonsoir tout le monde. On est en feu cette année avec nos invités et on continue encore sur la même voie. Donc aujourd'hui, on reçoit un homme incroyable, M. Pat Raymond. Pat, merci d'être avec nous. C'est incroyable, mais j'espère que tu vas me croire quand même un peu dans ce que je vais te dire dans ce podcast. Hein? Écoute, moi, c'est le fun de recevoir un autre podcaster, peut-être même, puis on va en parler, le original podcaster, le OG des podcasters. Tu as un podcast, Financièrement parlant. Oui, absolument, oui. Qui, depuis 2016. C'est ça? Non, financièrement parlant, depuis 2020. 2020. Avant ça, c'était des chroniques que je faisais dans mon autre podcast Radio Molo depuis 2007. Mais financièrement parlant, c'est plus que 500 épisodes ou à peu près 500 épisodes. Dans la formule actuelle, exactement. Et puis en finance, donc je pense que tu as celui qui a le record des podcasts au Québec en finance. Donc, I bow to your superiority. Merci d'être là. Ça fait plaisir, vraiment. Et puis, donc, on va parler des finances, c'est sûr, mais avant de rentrer là-dedans puis de parler un peu de ton parcours, j'aimerais la production est en train de nous passer des mots. Ah, oui, toute l'équipe est faut faire attention, sur nous. C'est ça, on est là. On a de la belle prod, donc merci de nous aider. Je veux parler de l'historique du podcasting au Québec et ton historique, parce que toi, tu as commencé là-dedans vraiment de bonne heure, là, même avant qu'un podcast s'appelait un podcast. C'était un genre de webcast. Parle-moi, on parlait de ça un peu avant. Parle-moi de comment tu as commencé ça. Je pense que c'était avant, comme 2006, 2007. Septembre 2007. 2007. J'avais parti Radio Molo, une espèce de Good Morning Vietnam. À l'époque, j'étais dans l'armée. J'avais mon collègue en Afghanistan. On faisait toutes sortes de capsules humoristiques, informatifs. On avait des capsules sur toutes sortes de choses en lien, mais l'objectif, c'était surtout de pouvoir communiquer aux familles. OK. Donc, on faisait, c'est pas des cassettes, mais un fichier audio, Media Player qu'on envoyait. Les familles pouvaient être au courant de ce qui se passait. En même temps, il fallait faire attention parce qu'il ne fallait pas faire des bris de sécurité. Donc, lorsqu'on parlait de ce qui pouvait se passer là-bas, on avait toujours un délai de 48 heures. Donc, quand le podcast était publié, ça faisait déjà 48 heures qu'on s'était parlé. OK. Donc, si on se trompait ou on disait quelque chose qu'il ne fallait pas dire, bien, ça avait déjà eu lieu. Donc, ce n'était pas des bris de sécurité. Okay. Mais je peux te dire, Ryan, qu'on était très, très, très watchés. Tu étais ici au Québec, toi? Mais moi, j'étais au Québec. Puis lui était en Afghanistan. Lui était en Afghanistan quand on a commencé ça. Puis les sujets variaient, comme qu'est-ce qui se passait là-bas? C'était un genre oui, mais là, moi, c'était surtout de faire un peu d'humour. Puis en même temps, lui, il était très loufoque. Lui, c'était quelqu'un, écoute, moi, quand j'étais le chercher pour animer avec moi, c'était lui la vedette, sérieusement. C'était parce qu'il est décédé il y a 2 ans. C'était mon collègue pendant 15 ans avec les podcasts. Puis Claude Ticasse, Dieu ait son âme, c'était l'humoriste des deux. Moi, j'étais le straight. Puis vraiment, il m'emmenait des choses là, en ondes. Une couleur particulière. Et tous les radios de Québec, Ryan, parce que moi, je suis dans la région de Québec, tous les radios de Québec invitaient Claude à parler de la guerre en Afghanistan. Mais lorsqu'il est revenu, il était dans toutes les tribunes. Claude était la référence à Québec. Tout le monde connaît Claude Lavoie, chroniqueur, vétéran, chroniqueur. Il parlait de la guerre. En tout cas, il était intéressant à entendre, puis tout ça. Et bien sûr que ça nous a mis sur la map avec Radio Molo.
Et moi, j'amenais l'aspect financier aussi pour les vétérans, les OK. militaires, la pension, etc. Donc, même là, durant Fait que la je faisais conversation, déjà. il y avait encore un aspect financier à vos Moi, je conversations. parle d'argent depuis que j'ai l'âge de 10-12 ans. J'ai été dans la gestion de patrimoine pendant près de 15 ans. Hmm. Fait que l'armée, une vingtaine d'années, mais les deux ont été faits à un moment donné en même temps parce que j'ai transféré des forces de réserve OK. pendant que j'ai fait un retour aux études puis que je commençais ma deuxième carrière en gestion de patrimoine. Mais j'ai toujours été vu comme le gars, toi là, tu ferais quoi, toi? T'investirais-tu là-dedans si t'étais... Tu sais, j'ai toujours été une référence, mais à un moment OK. donné, j'ai dit, coudonc, il faut faire que je fasse de l'argent avec ça, il faut que je me fasse une deuxième carrière là-dedans. Et tout le monde disait, hey, mais je te vois tellement comme conseiller financier, tu parles tout le temps d'argent. Fait que j'étais un petit peu maniaque là-dessus. Et là, ben, je ne le suis plus, conseiller. Je suis à la retraite, mais je fais des podcasts, puis je parle encore d'argent, puis je De parle ça. encore. Mais j'ai vraiment le souci sincère, Ryan, puis je sais que toi, tu es comme ça aussi, de sincèrement éduquer et aider les gens en Surtout au Québec. toute vulgarisation. Je Ouais. dirais pas vulgarité, c'est pas la même chose. Ouais. Mais des fois, je peux être vulgaire, mais Christy, c'est parce que je veux que les gens comprennent certaines petites notions de base, puis on se dit tout le temps, hein, bon, s'ils savaient ça, Il manque des ça notions pourrait de base. tellement Ça, les c'est aider. Mais tu sais, au Québec, il nous manque ça. beaucoup de notions de base. Hein? Es-tu d'accord? Tu es Je d'accord suis très avec moi? d'accord. Hein? Mais c'est vrai à la base pour, je pense, toute l'Amérique du Nord, là, que ce soit aux États-Unis et Oui, au Canada, mais je pense particulièrement au Québec, on a une peur de parler de l'argent. absolument. Et comme c'est comment on parle pas de ça. Là, comme là, à Noël, là, quand les gens viennent ou durant les fêtes, il y a des sujets. On parle pas de politique, on parle pas de la Oui, religion, puis on parle pas d'argent. OK, oui, ben écoute, c'est correct, mais en même temps, pas parler de certaines choses veut dire qu'on va pas évoluer. Si on n'en parle pas, on n'en jase pas, c'est via des conversations qu'on évolue, qu'on exact. commence à apprendre. Et si c'est tabou d'en parler, comment tu veux qu'on s'améliore, comment tu veux développer à ce niveau-là. Tu sais, c'est un jeune âge au Québec, contrairement aux États-Unis, où est-ce que tu sais, avoir de l'argent, c'est comme peut-être même d'un côté même négatif, là, c'est comme tu sais, c'est le prime reason là, d'exister. Là, puis ça, on peut en discuter que c'est peut-être pas trop santé, Mm. mais au moins il en parle. Oui, Puis au Québec, surtout au Québec, c'est comme non, on parle pas de ça, montre pas ton succès. Donc, tu sais, c'est de savoir la différence entre l'ego mal placé, parce qu'il y a toujours de l'ego dans l'argent, ça, c'est pas bon, et de juste ignorer le sujet complètement. Il me semble qu'il y a un équilibre quelque part là-dedans. Là. exactement. Et toi, je crois que tu as grandi en anglais, sauf erreur, ou tu viens de l'ouest C'est de l'île? compliqué. C'est compliqué. Je suis né au Nouveau-Brunswick. Oh, quand même, OK. Mon père travaillait dans les forces canadiennes, donc pas des forces, mais la GRC. Donc, Oui. il était dans tout ce qui était narcotique Ah dans le temps. ouais? Donc, il était stationné au Nouveau-Brunswick dans le temps. Puis, donc, je suis né à Bathurst. Et puis, il a été transféré au Québec quand j'avais à peu près 3 ans. Ah bon? Donc, on est revenu au Québec. Et puis, à Québec. Puis, mes parents se sont divorcés pas long après. Ma mère a décidé de déménager dans l'ouest de l'île. De Montréal, où est-ce que j'ai grandi, donc le côté anglophone. Mais mes deux parents viennent de Québec. OK. Ma mère a été née et grandie à Duberger, puis mon père sur la rue Crémazie, Oui, downtown, je le connais Québec. très bien, Là. près de la rue Cartier. Exact. Donc, les deux ont grandi Oui. là-bas, sont allés sont donc francophones, vraiment. Sauf que ma mère est allée à l'école, je pense que c'était Saint-Thomas, ça se peut-tu? C'est Oui. Saint-Thomas ou il y a une école Oui. Saint-Patrick's, Saint-Patrick. Oui, Une école sur le... anglophone, Oui, c'est là oui, qu'elle est allée. René Lévesque. Et mon père était du côté francophone, donc ils se sont rencontrés. Il y avait comme dans le temps, il y avait comme un genre de Toute compétition rivalité, ou rivalité sympathique. anglais-français, Oui, là, oui, c'est oui. ça. Donc, ça, c'est leur histoire. Ils se sont rencontrés, puis je suis créé de cette union. C'est intéressant ton histoire. Ben, moi, j'allais te demander à travers ça, est-ce que tu as saisi peut-être une différence de perception entre les anglophones et les francophones face à l'argent? Parce que les anglos sont quand même, je pense, un petit peu plus conservateurs, peut-être low profile aussi par rapport à l'argent. Ça Est-ce que tu dépend. constates quand même dans l'éducation, que ce soit protestante, judéo-chrétienne, ou est-ce que tu as observé ça? C'est ça, nous, on est. Moi, je suis catholique. Tu sais, catholique, on va dire ça de Ouais. même. Juste, c'est catholique, mais pas catholique. Catholique par obligation. Oui, c'est ça exactement, là, par indoctrination, indoctrination. Mais non, mais oui et non. Je pense qu'il y a des similarités au Canada. Je pense qu'on a beaucoup plus, les Anglais et les Français au Canada ont beaucoup plus de choses en commun qui ont pas en commun, Mhm. qui veulent l'admettre ou pas.
Mais je trouve que peut-être du côté anglophone, surtout dans les grandes villes, que ce soit Vancouver ou Toronto, il y a beaucoup plus d'ouverture de discuter de l'argent. Ouais, hein? Versus au Québec, si on regarde à Montréal, ça reste tabou pas mal partout à tous les niveaux. Si ça reste vrai que si tu conduis un auto qui est, mettons, de haut de gamme, souvent, les commentaires dans la chambre d'hockey avec les gars, le seconde que le gars avec la belle voiture part, crise de crosseur. Tu sais, comme non, pourquoi tu dis ça? Ben, Ouais, c'est regarde-le ça. avec son On auto. devrait pas être gêné Non, d'avoir... mais il y a ouais. juste une auto, là, ça n'a pas rapport. Comme. Puis, des fois, peut-être, ça se peut qu'il est un crosseur, ça se peut, là, mais Oui, ça se peut. je vois pas pourquoi l'automobile et la valeur de son automobile ou la grosseur de sa maison a rapport avec le fait que c'est une personne intègre ou pas. Je pense pas je pense pas qu'il y a une corrélation entre avoir de la richesse et avoir un manque d'intégrité. Là. Je pense que Non, au j'espère Québec, que non. mais au Québec, souvent, on fait ce lien-là de façon par défaut. Probablement C'est qu'on a malheureux. un biais. Peut-être on a un biais cognitif ou... Ben, je pense que c'est historique, tu sais, avec tu sais, et dont les conflits avec les Anglais. Donc, tu sais, les Anglais avaient au Québec plus d'argent. Donc, il y avait Oui, mais c'est les un patrons à l'époque. un écrasement de la population. Oui. Donc, c'était comme, tu sais, un peu fuck you, là. Puis, Ouais. je comprends, c'est tout à fait logique. Donc, mais même si on est sorti de là aujourd'hui, dans un certain sens, il reste encore des problèmes systémiques, on pourrait dire, mais ce genre de feeling est resté par rapport à la population, malheureusement. Donc le but, pour nous revenir à notre point, c'est que le but de nos podcasts, c'est de parler de l'entrepreneuriat, parler de l'argent, puis c'est correct, là, sans être dans l'ego, puis que ce soit malsain. Non, puis ce que je trouve bien dommage, c'est qu'il y a des gens d'affaires, puis il y en a un qui m'a dit ça dernièrement, il dit j'aime mieux avoir une auto plus sobre, et Mm. des fois plus chère qu'une marque Mm. qui est de luxe, Mm. mais le Toyota tout équipé, qui est plus cher que le Mercedes, moins, tu sais, C'est puis tellement drôle que tu dis juste ça, pour là. être low profile, Ouais. puis si jamais il y a des coupures à faire dans l'entreprise, ils n'auront pas le réflexe de dire, ben le boss se promène en Mercedes, puis il est en train de couper dans les départements, puis il est en train de, tu sais, parce que les gens mélangent tout, là, Ouais. l'entreprise, puis le personnel, puis le... Vraiment. Ouais. fait que ça aussi, c'est un manque de connaissances peut-être à travers le temps. Dans l'éducation, on n'a peut-être pas appris c'est quoi de l'argent dans une incorporation, puis de l'argent au personnel, puis il s'est payé un char, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il s'est payé un char, que de l'autre bord, il l'a enlevé sur ta paye. Tu sais, il ne faut pas tout... Mais je trouve ça dommage Mm. que le... Puis je pense que tu allais répliquer par rapport à ça, parce que C'est drôle que tu me dis ça, parce qu'il oui? y a un cheminement, je pense, que comme nous, on a grandi, j'ai quand même grandi dans un environnement où est-ce que mon père travaillait pour la GRC, mais quand mes parents se sont divorcés, puis mon père a toujours des problèmes d'argent pour plusieurs raisons. Là, on pourra en parler, mais on n'est pas obligé d'en parler, mais j'ai grandi dans on va dire très modeste. Mais je suis gentil quand je dis très modeste. On pourrait dire que, tu sais, mettons le matin, quand on faisait nos céréales, il y avait un quart lait, 3 quarts de l'eau. Donc, tu sais. Quand même. Pourtant, les conditions salariales sont quand même mais ça, c'était avec ma mère, c'était après le divorce. Donc, ma mère était single mom. Puis, tu sais, elle prenait les jeunes dans la région. Elle faisait du gardienne. Elle faisait la gardienne. OK. Donc, elle avait une éducation, un peu d'éducation, mais pas beaucoup. Puis, elle prenait soin des enfants. Dans Service le secteur, de garde. service de garde, dans le temps que c'était pas vraiment encadré. Tu sais. Ouais. OK, tous les voisins, vous travaillez, donc moi, je vais prendre tout le monde. Donc, c'était comme ça qu'elle survivait, puis on s'entend que c'est des revenus qui sont pas tout à fait réguliers. Elle survivait. Mon père a des problèmes d'argent, donc des fois, il payait la pension, des fois, il ne payait pas, pour plusieurs raisons. Donc j'ai grandi quand même dans un environnement relativement, on va dire, pauvre, où est-ce que, tu sais, à Noël, on avait un cadeau, puis des fois, c'était des bas. OK, un cadeau pratique. Ouais, c'était ça. Des boxers, je me rappelle, dire, come on, boxer. Puis dans le temps, je voyais ma mère, était comme, ouais. Puis tu le réalises pas comme enfant, c'est quoi ça. Puis plus tard, tu te dis, man, j'aurais dû juste fermer ma gueule. Tu sais, comme, je comprenais pas les enjeux. Comme enfant, tu comprends pas ces enjeux-là. Je les comprends aujourd'hui. Qu'est-ce que tu comparais avec les amis aussi, probablement, là, tu sais? Ben, on vivait dans un environnement que les amis étaient pas mal dans la même situation. Ouais, puis ça s'est amélioré avec les années. Ma mère est allée chercher d'autres éducations, est allée prendre un emploi qui était meilleur. Donc, ça s'est amélioré tranquillement. Mais il y avait des... Tu sais, je me rappelle des histoires que ma tante arrivait de Québec, la sœur de ma mère, puis elle ouvrit le frigidaire, puis il y avait une crise qu'elle partait parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Tu sais, qu'elle allait acheter de la nourriture pour remplir le frigidaire pour qu'on puisse manger. Ah, oui. Donc, j'ai encore des souvenirs de ça. C'était quand même assez spécial. Donc, tout ça pour dire que
on a un cheminement où est-ce que quand tu commences à travailler, puis je suis chanceux que j'ai été capable, avec les programmes du Québec, avec un peu le côté social, d'être capable d'aller chercher une éducation universitaire. Ça n'aurait pas été possible pour moi si on n'y avait pas ces programmes-là. Donc, je comprends la nécessité de ces programmes au niveau politique, même si souvent on dit ben là, les gens devraient juste reconnaître la valeur puis payer le plein prix. Attendez, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est pas tout le monde qui qualifie non plus pour des bourses ou des choses. Exact. Donc, tu sais, c'est complexe, ces conversations-là, mais j'ai été capable d'aller chercher qu'est-ce que j'avais besoin. Ma sœur aussi. Les deux, on a gradué à l'université, on est allé chercher des bonnes jobs. Félicitations. Ça a fonctionné. Donc, on est de la preuve que le système et le support du système fonctionnent. Mais c'est grâce au système social. Oui. J'allais dire filets sociaux, mais c'est pas les filets nécessairement. 100%. Mais l'école qui t'a coûté peut-être au final 2, 3, 4, 5, 6 000 au lieu de 25, 27, 28, 30 000. Ça m'a permis d'en sortir parce que je travaillais 40 heures par semaine. Fait ailleurs, j'aurais pas été capable de travailler 40 heures par semaine et payer mon école et vivre tout en même temps. Puis même travailler 40 heures en allant à l'école, c'était tout un enjeu pour 3-4 ans. Là. C'était très difficile. Vraiment, parce que c'était comme... It was intense. C'est prenant, là. Bref, tout ça pour dire que quand je parlais du cheminement, c'est que quand tu commences à faire de l'argent, ta premier réflexe est un peu comme, ben, tu sais, j'ai travaillé fort, je me suis sorti de ça, je vais me gâter. Right? On est dans l'ego parce que ça... Ah, ta relation avec l'argent, je pensais Mais que ça allait parler d'insécurité par la suite, de vouloir tout garder. Il y a un mix des deux. Okay. Mais l'argent, souvent, le problème avec l'argent, c'est que c'est contradictoire. Ouais. On a des comportements d'un bord qui dit ça, puis de l'autre bord qui dit complètement l'opposé. Puis même si tu as des clients... Tu as les émotions. C'est comme, attends, tu me dis X, mais tu fais Y, mais tu me dis Z... ça se tient pas. Ouais. Donc, pour revenir à l'automobile, finalement, qu'est-ce que je vois là-dessus, c'est qu'il y a un cheminement qui se fait qu'au départ, quand tu as un peu d'argent, tu n'en avais pas, puis tu en as, tu le dépenses un peu plus vite. Tu dis, OK, mais là, je me mérite ça, right? So, je suis dans l'ego. J'achète un auto. J'avais acheté un auto en 2016, c'était une Tesla Model S. J'étais comme, OK, yeah, you know, finally I can do it. Là, c'est ça, 2016. Ouais. Je le mérite. Puis un maudit paiement ridicule de 2300 par mois. Mais tu sais, go. Et puis, 8 ans plus tard, parce que là, elle a été payée, puis là, je me retrouve cette année qu'il fallait que je la remplace. Puis je parlais tantôt, j'avais 2 enfants. Je me disais, tu sais, j'ai-tu besoin de ça? Donc là, on est ailleurs, on a appris. Pourquoi? Comme, oui, je pourrais me le payer encore, mais why? J'ai 2 jeunes enfants, ils vont scraper la voiture anyway. Ça coûte cher. Je vais être comme. Est-ce que je veux être le gars? Mange pas dans la voiture. Tu sais, touche pas ça. T'avais peur de devenir matérialiste, là? Donc, je suis allé dans l'autre direction. Comme tu disais, le Toyota, j'ai acheté un Hyundai Palisade, mais avec les options, tu sais, pour tirer comme voiture vraiment familiale, vraiment correct. Là. Très full, là, quand même. Super. Mais puis, c'est drôle. Pour parler de l'argent au Québec, j'ai acheté ça, puis j'ai eu beaucoup de commentaires dans mon entourage. La business va-tu bien, Ryan? Comment ça va? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, quand même, là, tu t'es acheté, c'est correct ta voiture, mais comme on s'entend, c'est un downgrade. Puis j'ai commencé à réaliser que c'est tout ça, là, comme tous ces genres de paradigmes qu'on se crée autour de l'argent qui fait que c'est pas santé là, de penser que très rapidement, on est dans le jugement. Tu as une belle voiture, tu es un crosseur. Ah, tu avais une belle voiture, là, tu es rendu à une voiture qui est mettons, classe moyenne, exemple. Ouais. Là, tu n'as plus de succès, tu gères mal tes affaires. Mon Dieu, là, guys, il vous manque de contexte. Là. Donc, parler de l'argent, finalement, comme on se disait, là, ça a l'air que je suis comme dans un genre de monologue. Je suis posé de te poser des questions, Pat. Là, non, mais ça m'intéresse. Je me sens que je vais me coucher à terre là, sur un fauteuil. Tu me poserais des questions. Je vais partir d'ici. Je vais me sentir mieux. T'es généreux. Je te trouve très honnête dans ce que tu nous livres. On apprend à te connaître. Il y a peut-être des auditeurs de ton podcast qui ont peut-être pas eu l'occasion de connaître le Ryan interviewé. Bon. J'ai renversé les choses. C'est peut-être une déformation. Écoute, je me sens I'm on the spotlight. Même la prod a commencé à rire. Mais bon, le point, c'est que c'est ça. Et je pense que l'importance de ton podcast, des podcasts qui parlent de finances, c'est d'essayer de comme décortiquer ces choses-là, ces paradigmes-là qui existent, qui en réalité n'ont pas leur place, ne font pas de sens. Là. Donc, il faut se poser des questions par rapport à nos préjugés ou nos jugements
qui viennent tellement rapidement par rapport à l'argent, par rapport au succès, par rapport à l'entrepreneuriat, la gestion de la dette, la famille, l'ego. Et je pense qu'on ne prend pas assez de temps entre amis, entre familles, professionnellement, puis même culturellement, politiquement au Québec, d'en parler, d'en jaser. Puis je pense que donc, c'est ces genres de conversations comme ça, Nos histoires, ça je l'aide. pense qu'ils peuvent toucher. En tout cas, si ça n'intéresse pas, ça peut toucher certaines personnes qui se disent, bon, ben je suis pas tout seul à penser ça. Mm. Parce qu'à un moment donné, justement, le succès, c'est pas le matériel. Parce que si tu as le matériel, tu n'as plus l'argent. Ouais, non, c'est ça. Si tu as l'argent, tu n'as pas le matériel. C'est souvent ça, là. Oui, mais c'est ça. Le 1000$ que tu mets de côté par mois, ben tu peux pas le mettre sur une voiture, là. Non, T'sais? exactement. Il y Ou a un tu le mets pour équilibre à tes enfants. striker. Un équilibre à striker Absolument. entre matérialiste versus. Parce qu'il y en a, je connais qu'ils sauvent tout leur argent, ils vivent, mais en même temps, puis ils travaillent comme des maudits malades, là, dans le sens qu'ils vont travailler 80 heures par semaine, ne vont pas dépenser un sou. Puis c'est pas mauvais, mais mais what's your purpose? Non, c'est pas plus équilibré, moi, je pense. Exactement. Justement. Tu sais, à un moment donné, j'ai rien contre la frugalité, mais tout est une question d'équilibre. Puis surtout quand tu es jeune, tu sais, là, tu es moins jeune. Tantôt, je t'ai traité de jeune vieux. Ouais. À 45 ans, tu fais des constats, mais en même temps, le dollar que tu gardes pour toi à 25 ans, que tu as investi, il vaut bien plus cher que le dollar que là, maintenant, tu as investi à 45 100%, ans. exactement. Dans la durée. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Puis je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui font semblant d'avoir beaucoup de cash, question de se rapprocher de personnes clés. Mm. Tu sais, ils vont louer des bébelles de luxe, ils vont aller dans un yacht club, ils vont aller payer à l'heure quelque chose, peu importe, ils vont se louer, ça coûte une fortune, mais sous prétexte qu'ils vont être entourés de gens pour se faire un réseau de contacts. Une vie Pinterest. Où ils vont aller, ils vont aller manger dans un resto très dispendieux, mais c'est parce qu'ils vont côtoyer des gens qui ont de l'allure. Ils vont aller dans un hôtel et là, ils vont prendre du crédit pour se rapprocher d'une élite. Parce qu'il dit, il faut s'entourer des gens qui sont gagnants, qui sont à succès, puis qui sont... Il y en a que ça a marché, mais il y en a qui se sont plantés aussi. Parce qu'à un moment donné, ton crédit, juste te rapprocher de gens à succès, est-ce qu'eux ont fait ça aussi? Peut-être pas. Eux autres, ils ont peut-être travaillé plus fort, puis ils ont abouti, puis ils sont rendus à un certain âge. Mais souvent, il y a des côtés de choses. Ils ont ce qu'ils méritent, mais quand tu es jeune, puis tu veux tout avoir en dedans de 3 mois, moi, c'est ça, des fois, qui me touche. Je suis un peu tannant avec ça, mais millionnaire en 3 mois ou en 3 ans, peut-être un peu difficile. Les attentes sont peut-être hautes, là. Oui, non, exactement. Ouais. Mais il y a des choses, tu sais, comme tu as expliqué, les gens qui veulent être proches du succès, mais ce concept-là, ils ont raison. T'sais, en général, si tu regardes les gens, les 5 personnes que tu courtoies le plus, va être un bon indicateur de où est-ce que tu vas te rendre. Donc, l'idée de se rapprocher de ces gens-là ou des gens qui ont, mettons, un succès que tu veux te rapprocher ou être semblant. Ouais, c'est ça. C'est une bonne stratégie, mais tout est dans la manière de le faire. Est-ce que tu es obligé... Pourquoi ta croyance, c'est que tu es obligé d'avoir de l'air, d'avoir du succès pour te rapprocher de ces gens-là? Moi, j'ai beaucoup de gens qui se rapprochent à moi aujourd'hui, puis ils n'ont pas besoin de faire ça, jamais. En fait, il y avait juste besoin de me demander, Ryan, j'aimerais ça apprendre de toi. Aucun problème, viens avec moi, il n'y a pas de problème. Jamais tu aurais besoin d'acheter un char plus dispendieux, de dépenser de l'argent dans un restaurant avec moi pour pouvoir être à côté de moi. Cette pensée-là, elle vient de où? Donc, donc, le côté, il y a un bord, ils ont raison, puis de l'autre bord, ben, it's misplaced ego. It's not functional. Ouais. Non, c'est ça. L'ego n'est pas à bonne place. C'est juste d'être capable de décortiquer ces choses-là. Donc, juste revenir à ton podcast, parce que là, financièrement parlant, quand tu l'as commencé, 500 épisodes, le but, c'était littéralement ça, d'éduquer la population. C'était quoi tes sujets que tu voulais adapter, les sujets comme principal que tu voulais frapper, les clous là, que tu voulais frapper dessus avec ton podcast? Ben, moi, je voulais surtout en détachement total. J'ai rien à vendre. J'ai pas de boss, pas de client, pas de pression. Et tout ce que je voulais, c'est de communiquer. Puis on me l'avait demandé, puis tu devrais faire des podcasts à la finance. Puis ce que tu faisais avec Radio Molo sur les pensions, puis tout, tu devrais le faire pour tout le monde. Tu devrais faire un podcast. Dans le temps de la pandémie, c'est là que j'ai commencé, comme bien du monde, à faire le podcast Financièrement parlant, mais avec le bagage que j'avais déjà d'une quinzaine d'années avant. Ça. Radio Molo, c'était quoi? Et Radio Molo, c'était plus comme un Good Morning Vietnam. Ça, c'était celui avec l'armée. Ça, c'est celui avec l'armée. OK. C'était Radio Molo. Après ça, là, j'ai parti. Mais j'ai fait les deux pendant quasiment 2 ans et demi. J'avais les deux en même temps. Ils intersectaient. Oui. Puis là, financièrement parlant, c'était un podcast par semaine. OK. À un moment donné, 2 podcasts par semaine.
Je dirais que les 100 et quelques premiers podcasts, j'étais seul. Je partais sur le fly avec un sujet, mais sérieusement, j'avais aucune note. Là. J'ai une bonne mémoire. À un moment donné, je partais sur un point, puis je le développais. C'est difficile, ça. On me disait que c'était correct, c'était le fun, c'était ci, c'était ça. Après ça, j'ai eu des invités. Les premiers invités, je parlais trop. Bien, c'est pas parler trop dans le sens que je voulais écraser l'autre, mais parler trop parce que j'ai toujours le souci que ça soit intéressant. Ouais. Hey, non, il me semble que là, OK, là, c'est en train de descendre un peu. Énergie, là, ça prend quelque chose, ça prend quelque chose, ça Ouais, prend ouais. quelque chose. C'est une déformation un peu de radio. Moi, faut que tu comprennes aussi que moi, j'ai mon cours de radio-télé. C'est ça. Fait que j'ai fait toutes ces formations-là à l'époque. Puis c'était un rêve de TQ, moi, de faire de la radio. Fait que, puis là, on me disait, hey, t'as une belle voix, t'as une voix de radio. Ouais, je la force pas, peut-être. Puis là, tu sais, à un moment donné, à travers le podcast, j'ai touché à tous mes rêves de communicateur, tout ce que je voulais faire. Puis en ce moment, avec toi, ou cette semaine, j'étais avec d'autres personnes, l'autre semaine, c'est un peu un aboutissement de tous mes accomplissements qui fait que là, je peux aller alimenter d'autres podcasters. Ouais. Et moi, ça me fait plaisir de mettre les gens en lumière. Donc, ça n'a jamais été d'écraser. Si je parlais des fois trop, c'est parce que par émotion, j'avais de quoi à dire, j'avais de quoi. Puis là, à un moment donné, à la fin, je disais, ah, excuse-moi, j'ai trop parlé. Caroline, j'ai trop. T'sais? Mais sincèrement, je m'intéresse aux autres. Mais sincèrement, je veux que ça soit bon aussi. Fait que là, à un moment donné, j'embarquais. Pas que l'autre n'était pas bon, mais à un moment donné, on a fait le tour. Là, si on a de la redite, puis on répète. Ben là, moi, je change de sujet. Moi, c'est une déformation de radiophonique. Là. Ouais. Fait qu'il fallait que ça s'enchaîne, cette histoire-là. Fait que là, j'ai tout mis comme. Tout ça ensemble. J'ai dit, je parle de finances depuis tout le temps. J'ai pas besoin de notes. J'ai tout ça par cœur dans la tête. Et j'ai le côté radiophonique. Puis ça a l'air que je peux être intéressant. Fait que j'ai tout mis ça ensemble. Là, je me suis mis à faire du podcast. Mais le point important, Ryan, que je vais te confier sur ton podcast, juste à toi, le point important, c'est que quand je fais un podcast, moi, je me sens bien. Quand je fais un podcast, je fais pas d'anxiété. Quand je fais un podcast, j'ai pas de stress. Quand je fais un podcast, ça doit être probablement comme quelqu'un qui fait de la voile, qui dit, je sais pas, je présume, j'ai jamais fait, mais peu importe le loisir, il dit, moi, quand je suis sur mon vélo de montagne, ou moi, quand je suis sur ma planche à voile, ou moi, quand je suis sur mon bateau, ou peu importe, le temps s'arrête. Et quand je fais des podcasts, le temps s'arrête et j'aime donc le feeling. Puis à un moment donné, j'ai dit, coudonc, c'est-tu de l'ego? C'est-tu du narcissisme? C'est-tu... Non, c'est pas ça. C'est que ça me fait tellement de bien qu'à un moment donné, je parle, j'ai envie de communiquer et ça me fait du bien. L'enthousiasme s'embarque. Puis là, à un moment donné, moi, je suis parti. Là, à un moment donné, ça devient trop long, mon affaire. T'es dans ton élément. Et quand je me réécoute, je suis tellement critique. Je sais pas si toi, tu fais ça aussi. On se réécoute des fois et on dit, oh, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu... Là, je me dis, le fait que je sois très critique envers moi-même, bon, probablement que j'ai l'ego à la bonne place. Là, j'arrive à 55 ans, j'en ai rien à foutre de ce que les gens en pensent. J'ai un plaisir de le faire. Et c'est quand on reçoit, t'en reçois probablement toi aussi, des courriels de « On a fait la différence ». Depuis 1 an, grâce à toi, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Depuis 6 mois, j'ai compris quand on parlait de ça. Tu sais, toi, peut-être, tu te faisais... À ce temps, je sais c'est quoi la différence entre un taux préférentiel, un taux directeur, un taux variable, un taux fixe, un taux... Tu sais, hey, tu l'as tellement bien expliqué que maintenant, je comprends. J'avais jamais compris avant. Fait que moi, là, ça c'est ma paye. Ça fait comme un à la fois. Ils vont finir par... Parce qu'il y a une simplicité quand même en finance. C'est pas si complexe que ça, là. Non. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Quand on le sait, on se dit, finalement, c'était juste ça. Mais quand on ne le sait pas... C'est compliqué. C'est un monde, là. Puis pour les gens, là, les chiffres, j'aime pas ça. Les fichiers Excel, non, moi, ça m'intéresse pas. Le budget, le ci, le ça. Mais c'est comme si quelqu'un dit, moi, la santé, ça m'intéresse pas. Ah non, moi, les affaires de santé, moi, bien manger, puis ça m'intéresse pas. La nutrition, ça m'intéresse pas. Chris, man, c'est parce que là, tu t'en vas vers un cancer à 57 ans et demi, tu vas faire une crise de cœur, un AVC, là. Il faut le juste moment où tu n'as pas le traduire. choix de t'intéresser, malheureusement ou heureusement. C'est pas... Souvent, quand les gens disent ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ben, ils aiment le cash. Oui, ils comprennent pas. Donc, c'est comme, je pense, ça m'intéresse pas. Est-ce que ça t'intéresse pas? Tu le comprends pas, tu trouves que c'est compliqué et c'est pour ça que par mécanisme de défense, tu dis, moi, j'aime pas ça. Ça dépend. Exact. Moi, je peux dire, je disais toujours, moi, je déteste les rénovations de la construction. Puis en réalité, c'est pas vrai. Si je vais me le dire honnêtement, parce que l'autre jour, j'ai décidé de tenter de faire quelque chose. Puis j'étais super fier après. Là, j'avais remplacé un robinet. OK, pour les gens qui sont là-dedans, ils sont comme un robinet, whatever. Mais pour moi, ça, c'est gros. Là, enlever, replacer, les connecter aux bonnes places, le refaire. Mais je l'ai fait. Puis après, j'étais comme, c'était cool. Mais si tu me demandais aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Non, je déteste ça. Mais je le déteste pas, je le comprends pas.
Je le comprends pas. Donc, je pense que quand les gens disent qu'ils détestent quelque chose, en réalité, qu'est-ce qu'ils disent? Pour la plupart du temps, je pense que c'est, je le comprends pas, C'est donc de l'inconnu. c'est ça. I don't know it, I hate it. De l'argent, là, tu sais, quelqu'un... Hey, si je faisais 100 000, j'arriverais. Non. Si tu n'arrives pas avec 80, ça se peut que tu n'arrives pas avec 100 000. Si tu n'arrives pas avec 25 000, ça se peut que tu arrives avec 50 000. Tu sais, jusque-là, oui, ça va améliorer ton sort. Tu vas avoir un petit peu plus de confort. Mais à un moment donné, tu arrives à un seuil que tu fais 100 000 de plus par année. Si tu ne sais pas comment gérer 100 000, tu ne sauras pas comment gérer 200 000. Et si tu gagnes 2 millions à la loterie, ou peu importe le montant, tu ne seras pas capable de l'administrer. Tu vas être encore plus cassé dans 5 ans et dans 6 ans. C'est que les gens, ils ne savent pas quoi faire avec de l'argent. De l'argent, ça représente, pour moi, je fais une analogie avec l'armée peut-être, mais ça représente des petits soldats. C'est tous des petits soldats qui peuvent travailler pour moi. Puis moi, je regarde toujours à chaque jour combien j'ai fait d'argent. Je regarde la bourse, je regarde mes immobiliers. Évidemment, c'est pas à chaque jour mes immobiliers, mais à un moment donné, je dis, hey, depuis un an, tel immobilier a pris au moins 50 000 de valeur, à peu près. Pas fait évaluer, c'est pas à vendre, rien, mais tu sais, dans ma tête, ça a pris à peu près 50 000. Ça doit avoir pris au moins 25 000. Ça, c'est peut-être 15 000. Ça, c'est peut-être la bourse. La bourse, j'ai-tu fait, je sais pas moi, j'ai-tu fait 30 000, j'ai-tu fait 40 000 avec la bourse cette année, j'ai-tu fait 25 000. Là, quand tu mets tout ça ensemble, tu te dis, c'est pas juste. J'ai fait plus d'argent qu'un salaire moyen en étant assis avec mon application, puis juste regarder mes affaires puis mes différentes valeurs qui travaillent toutes pour moi. Mais au départ, c'est quoi au départ? Au départ, des fois, c'était un 1 000 par mois, un 1 500 par mois que j'ai investi, que j'ai ici, que j'ai ça, du cash que j'ai trouvé de peine et de misère, sa carte de crédit pour pouvoir acheter un immobilier, pour faire déposer une offre d'achat. J'ai été chercher le cash à la carte de crédit. On prend un 6 mois de prêt privé. Hein, c'est des affaires que tu connais, là, de prêt privé, 6 mois, 1 an, puis après ça, tu t'en vas en prêt traditionnel, conventionnel, puis juste pour mettre la main sur l'immobilier, optimiser tout ça. Mais pendant ce temps-là, j'ai pas une maudite scène qui m'adore. Là. J'étais un cassé qui vaut peut-être 300 000 en valeur, mais j'ai rien d'impoche pour aller faire l'épicerie avec une brique. Là. C'est immobilisé un petit peu partout. Fait que, tu sais, c'est des compromis à faire. Puis ça, on se promène en vieux char pendant qu'on est en train de s'enrichir. Fait que, puis j'ai encore un vieux char, imagine-toi donc. Parce que j'ai peut-être le complexe le syndrome, je sais pas comment on appelle ça, mais moi, je suis pas capable de mettre beaucoup d'argent sur une voiture. Je suis pas capable. Dans ma tête, une voiture, c'est de l'argent qui est égaré, même si ça peut devenir une déduction fiscale, même si ça peut devenir, peu importe, au niveau des impôts, il y a certains privilèges qu'on peut avoir en étant en affaires. Pour moi, une voiture, c'est comme... Puis ma maison personnelle, c'est le minimum. Puis mes locataires ont des plus beaux armoires que moi, des plus belles armoires que moi. C'est parfait. C'est des choix. C'est parfait parce que ça travaille pour moi. Ces immobiliers-là travaillent pour moi. Puis là, à un moment donné, tu dis, OK, ça, je vais vendre ça en telle année. Dans 5 ans, ça, je vais vendre ça. À 65, évidemment, tu ne vends pas tous tes immobiliers dans la même année. Non. C'est l'impôt t'attend. Fiscal. Mais il y a toute une stratégie qui se crée comme ça. Puis là, ça donne des options. C'est juste d'avoir des options. Puis c'est ça qu'on veut donner le goût aux gens de... Puis à un moment donné, avant d'être lousse, puis avant d'être libre financièrement, il y a beaucoup d'années en arrière de travail. Il y a beaucoup d'années de compromis. J'oserais même dire des fois le mot sacrifice. Mais souvent, c'est ça, là. C'est comme tu as 25 ans, puis tu te compares à quelqu'un qui a 45. Il y a 20 ans, là, il y a quelque chose qui a été fait, là. Ça s'appelle de la croissance composée, exactement. La croissance composée, comme des rendements composés, comme tout ce qui se fait avec le temps. Tu sais, toi, t'es chanceux. Ben, tu t'es tapé 4 ans à l'université aussi quand tu étais, j'allais dire TQ, tu n'étais quand même pas TQ, mais tu étais comme 20 ans, 18 ans, 19 ans, peu importe. 19, 20, exact. Tu t'es tapé de l'université, tu as fait des choses qui n'étaient pas simples, tu as fait des... Tu as ta situation familiale, tu as investi dans ta famille, tu as créé quelque chose. Fait que tout ça, c'est développé. Mais au moment où tu le développais, les gens ne te voyaient pas. Non, c'est ça. Tu n'étais pas connu. T'étais pas, Céline Dion a commencé à chanter à 4 ans et demi, puis elle faussait, puis elle avait un professeur de chant encore, elle l'a encore. Puis c'était une des meilleures chanteuses au monde. Mais tout le travail qui a été fait en amont, et c'est ça, je trouve plate, parce qu'on ne le voit pas, le travail en amont. Où on va dire, regarde Luc Poirier, écoute, c'est incroyable à quel niveau il est rendu maintenant au niveau de l'immobilier. Oui, mais t'aurais-tu fait partie de ta shop? C'est l'iceberg. C'est l'affaire, c'est l'iceberg. C'est que tu vois la pointe, mais il y a 90 de l'iceberg. C'est quoi l'iceberg en français? C'est iceberg, pas mal. Je pense que les gens comprennent. Glace, 90 c'est en dessous de l'eau. Tu le vois pas. Qu'est-ce que ça a pris? Là, c'est le bout de plate. Puis
d'ailleurs, Luc, je pense qu'il en fait son cheval de bataille pour expliquer aussi d'où il vient, comment il a commencé. Puis quand tu regardes toutes les étapes de sa vie, il a fait probablement tout le temps des choses, en tout cas, à mon sens, il a fait des choses que la plupart des gens ne feraient pas. Mm. Et aujourd'hui, il y a ce que la plupart des gens n'ont pas. Exact. T'sais, qui aurait acheté un terrain comme là, il a acheté un trou à Saint-Constant, l'ancienne. Tu sais, je veux dire, on la connaît, son histoire, Ouais. c'est public. Là, je dis Ouais. pas ça, je suis pas en train de. Il en parle de ça. Mais qui aurait acheté ça avec des investisseurs? Puis là, tu mets des millions là-dedans, tu tournes les pouces, tu payes des taxes, tu payes des frais, tu payes des intérêts, tu payes des institutions financières, tu payes en attendant qu'il arrive de quoi. Puis des fois, il peut arriver de quoi 7-8 ans plus tard. Ouais. Mais il y a un stress financier. Puis là, le jour qu'il va vendre, puis là, ben oui, mais il est chanceux, lui, crème. Il a fait 50 millions en revendant ça. Il a fait 200 millions en vendant. Comment il est chanceux? Ouais, non, T'aurais-tu passé 8 ans avec des millions investis à payer des frais, des intérêts, puis à prendre soin de tes investisseurs pour qu'ils soient fâchés, puis leur dire attendez, là, je vous le dis, ça va marcher. Voyons donc, personne ne ferait ça. Exact. C'est pour ça qu'il y a ça, parce qu'il est une exception. Le takeaway pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas une façon. Il faut pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire de cette façon-là, mais le takeaway ou la mesure, c'est que si vous pensez avoir des résultats qui sont différents que votre voisin en faisant la même chose que ton voisin, ça ne va pas arriver. Voilà. C'est juste ça. Donc, tu n'es pas obligé de faire comme Luc Poirier. Non, mais si tu fais la même chose que la personne qui a X résultats et tu penses avoir Z résultats, c'est sûr que ça ne marchera pas. Tu fais la même chose que tout le monde. Donc, exact. Fais des choses différentes, pense outside of the box, prends des choix qui, oui, effectivement, sont inconfortables. Il y a des risques à prendre, il n'y a rien. Mais, tu sais, pas obligé d'aller à 200 millions acheter un terrain à 7 millions. Tu peux commencer simplement par dire que, tu sais quoi, je vais commencer à placer, au lieu d'aller en vacances de 20 ans à 25 ans qui vont me coûter 10 000 par année, je vais aller en vacances pour 3 000 par année, puis des voyages de 3 000, puis l'autre 7 000, je vais l'investir. Juste ça, ça te met en avance. Donc, puis si on regarde, un des auteurs au Québec qui est bien connu, PY, Pierre-Yves McSween, il en parle. J'irai pas aussi loin parce que de son côté, c'est la frugalité, je trouve, la frugalité un peu trop loin. Là. Donc, c'est presque si tu dépensais, tu étais une mauvaise personne. Là. Des fois, son approche. Mais ça, j'ai un ça refroidit les gens. Parce que c'est son personnage qui s'est développé et médiatique, mais c'est quand même quelqu'un qui apprécie les bonnes choses. Puis que, effectivement. Donc, l'ironie, c'est que. C'est quelqu'un qui dépense quand même. Quand même, exactement. Il en a déjà parlé ouvertement. La bonne bouteille ou les guitares qu'il achète. Si tu peux te le permettre, mais dans ses livres, que ce soit Liberté 45 ou La facture amoureuse ou c'était quoi le point? J'en ai-tu vraiment besoin? Je pense que c'est le mais premier. Ce qu'on retient, c'est quand même. Ce qu'on retient, c'est que de 20 à 27 ans, si tu as dépensé de l'argent, tu es un idiot. Mais je trouve que pour des jeunes qui écoutent ce message-là, tu vas en perdre si tu le positionnes de cette façon-là. Tu vas dire, tu sais quoi, YOLO. Surtout les jeunes, je trouve, aujourd'hui, c'est plus difficile de leur convaincre d'y aller complètement aussi loin. Mais juste commence avec des bonnes habitudes. Tu sais, il ne faut pas y aller au gym et commencer à courir 10 km par jour. Commence par aller courir 500 mètres ou juste marcher pour 15 minutes. Pour te mettre en forme, right? Ça commence tranquillement. Fais juste commencer à te bâtir des habitudes. Oui, bâtis-toi des bonnes habitudes. 20 $ par semaine, 20 $ par semaine. Ah, pourquoi pas? Puis dans 3 mois, on va se reparler. Est-ce que c'était difficile? Non. Essayons 50 $ par semaine maintenant. Parfait. Ouais. Dans un an, 200 $ par semaine, je pense que je vais être capable. 200 $ par semaine maintenant. Donc, l'idée, c'est de commencer quelque part. C'est mieux que quelque chose que rien. Puis je pense que ce message-là, souvent, il n'est pas véhiculé. C'est all or nothing. Là. Soit comme tu dépenses pas, puis tu sauves tout, ou tu dépenses tout, puis tu vis la belle vie, puis là, tu n'as plus rien après. Guys, il y a à peu près 200 000 options et de variants en gris, de 50 Shades of Grey. Là. Pas pour... ça, je pensais. Je déteste utiliser Oui, des nuances. Des nuances, merci. Donc, mais tu sais, on est partout. Mais on est partout aujourd'hui. Oui, puis c'est correct. On est un pastiche. Moi, je vais avoir une anecdote après. La grosse vie à crédit, ouais. Je veux dire, c'est pas le fun. Là. Non, c'est stressant, c'est anxieux. Ça dort pas bien, la grosse vie à crédit. Non, fait que on a juste une vie à vivre. Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui se disent, de toute façon, je gagnerai jamais bien plus. Fait qu'ils ont comme le sweet spot. Ils ont un salaire juste assez élevé qu'ils sont capables d'emprunter, qui ont une carte de crédit, qui ont une marge de crédit, qui ont peut-être réussi à s'acheter une maison qui a pris de la valeur. Puis on va toujours graviter autour de la marge de crédit où il y a de la disponibilité de liquidité. Ouais. Puis on joue avec ça, puis on réussit à vivre, puis la famille est contente, puis on arrive avec une belle voiture aux fêtes, puis tout le monde est content, puis les enfants manquent de rien, puis ils ont des bottes de marque, puis ils ont toutes des affaires de marque, tout est flambant neuf.
c'est super. C'est facile de savoir quand quelqu'un est endetté, tout est neuf. Moi, j'achète tout usagé. Je paye cash. Ouais. Pas je paye cash parce que je fais de l'argent, c'est pas ça. Je paye cash parce que moi, Marketplace, je vais chercher un set de cuisine. Les gars, ils me chargent pas TPS TVQ, là. Tu sais, fait que moi, c'est dans ce sens-là. Quand je paye de quoi, je regarde dans l'usager avant. J'achète mon linge, des fois, usagé. Je suis pas gêné de le dire. Mais c'est toutes des petites attentions. Mais pendant ce temps-là, il y a 1 000, 2 000, 3 000 qui s'en va pour entretenir mes petits bébés financiers, mes investissements. À un moment donné, il y a une opportunité qui passe. Et c'est quand tu as la liquidité, ton fameux 20$ par semaine ou 200 par semaine, pourquoi tu le mets de côté? Pour ta retraite dans 40 ans, les jeunes, ils ne voient pas ça. C'est comme le jour qu'il arrive une opportunité, puis tu peux embarquer et acheter un 16 logements, peut-être tu vas pouvoir contribuer. Exact. Tu vas aller faire une incorporation, une entente de 3-4 associés, puis tu vas embarquer dans le 16 logements avec une autre personne, 2 autres personnes. Tu as une bonne cote de crédit, on a besoin de toi dans l'équipe. La banque va embarquer si on est 3 avec 3 bonnes cotes de crédit. Toi, tu arrives, tu vas mettre, je sais pas, des fois ton 50-60 000, mais tout le monde met son apport, puis on achète l'immeuble à 1 million quelque, puis c'est correct, c'est super. Tu peux rien créer de rien. Ça va être financé en lien avec le revenu de l'immeuble, parce que c'est un gros immeuble, c'est le revenu des loyers qui va être pris en compte. Exactement. Et non pas ton revenu personnel. Fait que c'est des choses qu'il faut savoir. Fait que ton 20$ ou ton 200$ par semaine, l'exemple que tu donnais, ben dans un pas très longtemps, tu auras peut-être le cash pour embarquer. Puis en même temps, c'est de la crédibilité, parce que quand tu dis, ben écoute, moi j'ai un 25-30 000, je peux embarquer avec vous autres. OK, c'est sérieux, là. Quelqu'un qui a 25-30 000 de côté, c'est pas beaucoup, mais c'est quelqu'un de sérieux, surtout quand il est dans la vingtaine, début de trentaine. Il dit, wow, OK, mais il y a une discipline. On va l'embarquer avec nous autres. La banque va être contente. On a 3 bonnes cotes de crédit. On a un beau dossier. Exact. Puis il y en a qui va donner plus de temps, puis l'autre, il va investir plus. Puis l'autre, tu sais, chacun va faire sa part. Tu avais une anecdote que tu allais moi j'aimerais. Mais c'est parce que tu parlais de Radio Molo, tu parlais de financement parlant. J'imagine sur toutes ces années-là, tu dois avoir une histoire, là, une anecdote là, de quelque chose qui est arrivé par rapport aux finances ou par rapport à un impact que tu as eu sur quelqu'un. As-tu quelque chose, une histoire intéressante à nous conter par rapport à tout ça? Tu as comme 500 épisodes, des centaines, même peut-être milliers d'heures là, de podcasting ou de radio qui touchent la finance. As-tu une histoire à nous conter par rapport à un impact que tu as eu ou quelque chose que tu te rappelles qui a un impact sur toi? Bien, moi, ce que j'ai fait la différence des fois dans des affaires qui, pour moi, c'est banal. Je pensais que tout le monde savait ça. Puis en même temps, ça a fait la différence. Tu sais, on peut commencer par le fameux prêt REER. Tu sais, des fois, quelqu'un dit, j'ai une carte de crédit à 7 000 $, puis là, on se dit, bon, ben, as-tu un bon revenu? On va pouvoir s'accoter sur quelque chose. T'es propriétaire en plus. On peut-tu refinancer la maison? Ça n'a pas tellement d'équité, ça vaut pas la peine de rouvrir l'hypothèque, tout ça. As-tu pensé à faire un prêt REER? Pas toujours l'idéal, le prêt REER, mais peut être intéressant. Un prêt REER, as-tu de l'espace REER? Oui. Ben oui, j'ai pas de REER. Bon, parfait. Ça fait combien? Bien, cette année, Colin, on pourrait quasiment prendre un 25 000 de REER. Ça serait intéressant parce que des revenus plus élevés. Super. 25 000 de REER. Retour d'impôt, peut-être de 8, 9, 10 000. Paye la dette. 8, 9, 10 000, paye la carte de crédit. Merci, bonsoir. Fait que tu te retrouves, au lendemain de tout ça, tu te retrouves avec un placement de 25 000 qui n'est pas à toi, mais que tu es en train de le repayer. Et tu as une carte de crédit qui vient de partir. Tu viens d'améliorer ton bilan. C'est juste de savoir quoi faire avec le même argent. Avec le même argent, quel impact financier on peut avoir. C'est tellement un bon point. C'est juste ça. Avec le même argent. C'est le même principe le jour que quelqu'un va être plus fortuné. Avec le même argent, combien d'impôts? Tu payes ta juste part ou tu en payes trop pour rien? Exact. Parce que des gens, ils disent, en payent bien trop pour rien. C'est correct de payer de l'impôt. Ouais. On a un programme le jour que tu es pris en charge parce que tu viens de faire un AVC ou tu es pris en charge à Sacré-Cœur parce que tu as la horte. Ou ta famille n'a pas assez d'argent pour ton éducation. Ta famille n'a pas assez d'argent ou peu importe. Ou tu t'en vas à l'école puis c'est subventionné. Puis, toutes ces affaires-là, ça se finance comment vous pensez? Ben voilà. Moi, je suis content de payer de l'impôt. Je suis fier de payer de l'impôt. Mais est-ce que j'aime en payer trop? Non. Je vais payer ma juste part. Mais c'est parce qu'il y a des gens, des fois, c'est tout ça. Avec le même argent, la ligne d'en bas, là, avec le même argent, là, on va avoir des résultats différents. Fait que c'est la même chose à tous les égards. Quelqu'un qui gagne, je ne sais pas, moi, tu vas prendre 10 personnes qui gagnent 100 000. Puis pourquoi que les bilans sont si différents à la fin de l'année? Et là, c'est juste qu'est-ce qu'ils font avec le même argent. Ouais. Fait que comment on peut maximiser, comme optimiser un immeuble, comment on peut maximiser ou optimiser un revenu. Là, des fois, c'est ça qui fait la différence, des fois, dans ce que je peux dire à des gens. Puis juste, on va prendre ce qu'on a. Et moi, c'est toujours, on va le travailler en vulgarisant, tout le temps, sur quoi on peut s'accoter. On peut-tu s'accoter sur une propriété, au moins? On peut-tu s'accoter sur un bon revenu? On peut-tu... Puis si la personne n'a rien,
Je fais 42 000, je me dois le derrière, puis j'ai rien. Ben, il n'y a rien à perdre, dans le fond. Là, tu sais, là Si t'as rien, lance-toi. on peut-tu s'éduquer? Mm. On peut-tu retourner à l'école? On peut-tu aller faire un cours d'électricité? D'électricien. Un électricien peut faire 100 000 dans les 5-6 premières années. Ben ouais. Il passe compagnon, puis il travaille fort, puis il fait de l'overtime, puis CCQ, puis fonds de pension. Puis... Parce que un des principes que je dis souvent aux plus jeunes, c'est est-ce que tu gagnes ta vie ou tu bâtis ta vie aussi? Il faut que tu bâtisses ta vie. Parce que si quelqu'un, mettons, je sais pas moi, il travaille fort, fait de l'overtime, rendu à 33 piastres de l'heure, pas si mal, sauf que tu bâtis rien. T'as quoi pour ta retraite? T'as rien pour ta retraite? T'as pas de fonds de pension? Il y a un point super important à faire là-dessus. Là, puis écoute, je l'ai entendu une couple de fois. Puis écoute, s'il y a je pense que je l'ai dit une couple de fois sur les podcasts, mais je vais le répéter. Je vais le dire en anglais, je vais le répéter en français parce que je l'ai plus en anglais. Mais you don't build your career on what you love. You build your career on what you're good at. Puis je pense qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui reçoivent, et je pense que c'est littéralement la pire chose que tu pourrais dire à un jeune, c'est que do what you love. Non. Don't do what you love. Do what you're good at. Do what you're good at et bâtis quelque chose autour de ça parce que ça, tu es capable de faire de l'argent autour de ça. Et avec l'argent que tu crées, que tu es capable de créer avec qu'est-ce que tu es bon à faire, tu peux t'acheter, tu peux faire tes passions par la suite. So with the money you make from what you're good at, you can do what you love. Puis quand tu te focuses sur qu'est-ce que tu aimes, c'est pas... même au niveau statistique, puis je pense que c'est Scott Galloway qui travaille là-dedans beaucoup, là, qui parle de ça, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se dirigent vers qu'est-ce qu'ils aiment au lieu de travailler dans où est-ce qu'ils sont bons et d'utiliser qu'est-ce qu'ils ont créé pour faire qu'est-ce qu'ils aiment. Mais des fois, ça peut être la même chose. Ça peut être... Ben oui, c'est tes chanceux. Oui, mais on parle de très... des fois, tu es vraiment chanceux, puis tant mieux. Si tu es capable de faire qu'est-ce que tu aimes et en plus des bons, mais tabarouette, man, félicitations. Mais on s'entend que des fois, et souvent, c'est pas le cas. Non, c'est ça, parce que ça devient un hobby. Ben, c'est ça. J'aime beaucoup les finances, mais tu sais, une de mes compagnies principales, je suis courtier hypothécaire. Mais est-ce que je me lève le matin, puis je suis bon? Je peux te le dire, je suis bon à faire ce travail-là. Mais est-ce que je me lève le matin et je dis, My God, incroyable, aujourd'hui, je vais faire du courtage hypothécaire? Non. Je suis pas en dépresse, là. Ça va correct, mais c'est pas ma passion. Ma passion, c'est d'aider les gens. Ma passion, c'est de créer des entreprises, de faire de la gestion d'entreprise, d'être dans la création. De faire la différence. De faire la différence. Mais je suis bon à faire ça, donc je vais le faire pour me permettre de créer des ponts pour faire ce que j'aime. Puis je pense que c'est juste cette petite nuance-là, ça peut avoir une différence. C'est intéressant ce que tu dis là. C'est vraiment... Puis c'est juste un changement de mentalité. Puis au niveau de la création de richesse, c'est d'être capable de connaître ses forces et ses faiblesses. Puis tu as mentionné ça tantôt, c'est super intéressant que le prêt REER, c'est qu'il y a des gens qui sont très simples pour les gens qui veulent avoir un bon conseil. Il y a des gens qui sont très bons à épargner, puis il y a des gens qui sont très bons à payer leurs dettes. Puis je peux regarder deux personnes qui font 100 000, ils font le même salaire comme tu dis, puis pourquoi lui était capable... Lui a sauvé 150 000 mais tu sais, des fois, il y a des petits retards sur son bureau de crédit. Il n'y a pas beaucoup de dettes, mais il y a des retards. Puis cette personne-là n'est pas capable d'épargner, mais il n'y a aucun retard de bureau de crédit. Il y a zéro dette. Ouais. Donc, les bureaux de crédit puis les scores de crédit démontrent à un certain point la psychologie derrière la gestion de la dette. Donc, avec quelqu'un comme ça, si tu faisais un emprunt REER à chaque année, puis tu parles à la personne, si je te demanderais avec 500 de sauver 25 000, versus je te fais un prêt de 500 000, je te demande de le payer. Mm-hmm. Toi, qu'est-ce qui va arriver en premier? Je dis, oh, mais moi, tu me donnes une dette de 25 000, elle va être payée en 1 an. Weird. Pourtant, l'épargne de 25 000, c'est la même action. Ouais. Right? Oui. Pourtant, c'est la même chose. Mais d'un bord, il n'est pas capable de l'épargner. Mais de l'autre côté, la dette est payée 25 000 en 1 an, puis il a placé en REER, il y a eu un retour d'impôt. Donc, juste de connaître comment psychologiquement tu agis envers l'argent va te donner des opportunités d'une manière ou d'une autre de créer de l'argent, de créer de la richesse. Absolument. Puis souvent, c'est pas quelque chose que les gens ont tendance à faire. Ils ont tendance à dire je suis juste pas capable d'épargner. Ben, c'est pas vrai parce que toi, tu es capable de payer tes dettes en temps record. Donc, si j'emprunte pour t'investir, tes dettes vont être à zéro. Puis tu sais même pas pourquoi. Je sais pas comment j'ai fait ça. I know. Mais ton profil m'indique que ça, c'est qu'est-ce que tu devrais faire. Un coup, c'est parti, ça se fait tout seul. Dans les deux sens, là. Oui, exactement, c'est ça. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas capables de gérer de la dette. Tu leur donnes un peu de dette, ils ne paieront pas. Mais tu leur demandes d'épargner 25 000, c'est fait. Parce qu'ils sont capables, ils se mettent discipline, puis go. Ouais. Weird. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi le budget, très important, je ne veux pas oublier de le dire, mais le budget, ça reste la base.
Puis avec des budgets, on est allé chercher des fois des 700, des 800 pièces de café. On voit ça, là. L'épicerie, là. Incroyable. L'épicerie, le chiffre magique, c'est un bon 1000 par année qu'on peut aller chercher juste en faisant attention à des petites affaires. On a 1000 de café, puis de goodies, puis des petits trucs des fois que les gens prennent le matin, puis tout ça, on peut couper un peu là-dedans. Après ça, on a l'épicerie. Après ça, on a des petites dépenses des enfants, puis tout ça qui ne sont pas budgétés. Puis des sorties à iSaut, puis des sorties à ci, puis à coup de saco à 25, 30, 40 pièces, 50 pièces. Des 15 minutes de karting à 25 pièces, on se gâte pendant l'après-midi. C'est tout bien le fun. Les enfants sont contents, c'est super. On va manger dans des restos qui sont très populaires, très familiales. Tu sors de là, la famille de 4, ça a coûté 123,40. Tu te dis, mon Dieu, j'ai même pas pris de boisson, j'ai même pas pris, tu sais, avec le pourboire, avec l'entrée, avec. Puis tu te dis, c'est pas grave. Là, est-ce qu'on aurait pu, ce 123-là, est-ce qu'on aurait pu le maximiser d'une façon différente si on avait cuisiné en famille? Là, je ne veux pas avoir l'air gaga puis fleur bleue, mais avec des jeunes enfants, on cuisine en famille, ça donne un résultat. On sort ça, on mange ensemble et tout ça aurait coûté peut-être 53 pièces. On aurait été ensemble, puis on aurait évité des taxes inutiles au resto et des. Comme tu vois, j'aime pas ça payer des taxes tellement. Puis avec, tu sais, moi, j'achète usagé, puis j'achète des choses qui ne sont pas préparées. Il faut créer un jeu avec ça. Il faut que, if you involve la famille, la femme, les enfants, ça devient un projet familial. Tout seul à faire un budget. On s'arrête. C'est plate en esti. Mais quand tu involves ta famille, tu dis, hey guys, on va faire ça parce qu'on a un projet ensemble, on va faire ça. Hey guys, vous vouliez avoir des passes de ski l'année prochaine, vous voulez avoir éventuellement un chalet ou acheter ça ou aller on va faire un projet familial, ça c'est notre but. Tout le monde se met ensemble, tout le monde est dans la même direction. Ça crée un lien social, familial qui est incroyable. Puis en passant le budget, là, les gens vont nous écouter. Puis écoute, j'ai commencé à jouer avec ça, ça fait 6 mois, puis je vais en parler. C'est la première fois que j'en parle parce que c'est incroyable. Mais les gens vont dire le budget, je suis pas capable. Je suis pas capable de gérer un budget. Je suis pas capable de créer un budget. Guys, il y a des bonnes nouvelles. On a de la technologie maintenant, là, puis la technologie qui est incroyable. Tu connais, c'est sûr, ChatGPT. Ben oui. Maintenant, il y a la version payante 4.0, tu es abonné. Je paye. Tu peux créer une version de GPT à toi sécurisée. Et j'ai commencé à juste jouer avec qu'est-ce que les gens manquent, c'est avoir des conseils continuellement. Parce que le conseil financier ne peut pas être dans ton salaire tout le temps pour te dire qu'est-ce que tu fais. Mais ChatGPT, c'est littéralement on va dire ça, un individu qui a accès à toute l'information potentielle du monde, littéralement, qui est assis à côté de toi. Tu as juste à lui poser des questions, ils vont répondre. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent créer un budget, tu peux facilement aller trouver un outil budget Excel, n'importe où sur Internet, il y en a des milliers. Pogne-en un, lance-le dans ChatGPT pour dire voici le budget que je veux me créer. Est-ce que tu pourrais m'aider? Il va dire oui. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu prends tous tes relevés de carte de crédit, tous tes relevés bancaires, tu le lances dans le chat, tu dis avec le budget que je t'ai mis et avec toutes mes dépenses, j'aimerais que tu analyses où est-ce que je pourrais sauver de l'argent, où est-ce que je pourrais optimiser. La machine va te sortir un budget, va même te dire, tu peux lui demander le prochain mois, basé sur mes tendances, le mois prochain, qu'est-ce que j'achète et où est-ce que je pourrais épargner. Il va te sortir, OK, mais je vois qu'en chaque novembre, tu fais ça. Bien, il y a un deal sur ça, ici et là. Ça va te sauver 40 de ce que tu payes. C'est incroyable. C'est fait pour vous. Vous n'avez rien à faire. Il va faire le travail pour vous. Donc, il n'y a jamais eu un temps dans l'histoire où est-ce qu'on a accès à tellement d'informations et d'outils qui vont nous aider à optimiser. My God, guys. Vraiment. Donc, vous n'êtes même pas capable d'être assis chaque dimanche en faisant votre budget puis essayer de figurer ça. Vous avez des outils qui vont vous guider, vont vous aider à le faire. Sacrifice. Lancez-vous là-dedans, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça coûte 24 par mois. 30, moi, je le vois comme un investissement. 35, je m'en sers aussi pour mes podcasts. Incroyable. Des idées de sujets, ça peut développer à tous les égards. Puis à un moment donné, dans la mémoire, il te reconnaît. Là. Exact. Il t'apprend, il sait que t'es qui, il sait que t'es... Donc, c'est jase avec l'entité. Puis ceux qui disent, ben là, ça, c'est fou, là, ça n'a pas de sens, là, le AI. Écoute, guys, on est rendu là. Like, either you get on the boat or the boat's qu'il y a gonna 2 leave. ans, là, on est ailleurs. Ben oui, on est vraiment ailleurs. Puis on va être ailleurs. À chaque 6 mois, là, on est ailleurs encore plus loin. Là. Manquez pas le bateau, les amis. Le bateau, là, il est presque parti du port. Là. Vous allez te laisser on the dock. Absolument. Tu sais, il y a des gens qui, moi, j'en faisais partie, qui mettaient 20-25 de côté sans budget. Tu sais, je mets 25 de côté, je peux bien dépenser le reste. Mais le budget, il est essentiel. C'est une question de priorité aussi. Ouais. Et de compréhension. À long terme. Puis le jour que tu vas vouloir, parce qu'on parle souvent de l'éducation financière, puis on dit il n'a pas assez d'école, il n'a pas. Mais comme parent, tes parents aussi. T'sais, comme parent,
on a un rôle à jouer, puis il faut montrer ça aux enfants aussi. Ouais. Puis moi, des fois, sur des choses qu'ils veulent avoir, j'étire ça le plus possible dans le temps pour, d'abord, mettre de l'argent de côté. Puis à un moment donné, on dit, bien, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre ou on va regarder dans l'usager avant. Ou, tu vois, papa va magasiner, on va prendre le temps qu'il faut. Et là, ça prend. Puis là, je leur montre à jamais, jamais, jamais rien avoir tout de suite. Jamais. Même si j'ai l'argent dans les poches. Delayed gratification. Tout le temps. Pourquoi? Parce que quand. Puis on est de même comme adulte. Quand ils vont l'avoir, ils vont vouloir d'autres choses. Ouais. Parce que le C'est cerveau sans est arrêt. nourri par les plaisirs. Puis moi, je veux leur montrer à développer le bonheur. Bonheur, plaisir, pas la même affaire. Plaisir vient de Chasing le l'extérieur. dopamine, là, chasing le dopamine, là, c'est surtout en finance et en matérialisme, c'est une formule de faillite. Le plaisir, là, exact. Le plaisir, il s'achète. Le bonheur ne s'achète pas. Le bonheur, il se développe. Ouais. Il se développe avec les relations. D'abord par la relation, tu sais, s'aimer soi-même, là, c'est un classique. Là. Ça commence par sa propre relation. Ça commence par être une personne, tu es en santé, tu es sain au niveau toi, le plus possible au niveau du cerveau. Tu t'entoures de gens qui vont t'emmener où ce que tu veux aller et tu développes les relations autour de toi et tu les conserves et tu les entretiens, des gens qui te font du bien. Et le bonheur va se perpétuer, ça va se bâtir. Puis au moment où tu arrives à un seuil de plénitude, pratiquement de l'harmonie totale, ton bonheur, il est comme tellement ancré, puis ça prend des années, ça, là, développer ça. Là. Fait que les plaisirs sont éphémères, on le sait, mais sont aussi superficiels. Puis on dit, ben moi, je suis heureux. J'ai comme pas besoin d'aller en voyage. Puis j'ai vécu ça, moi, Ryan. Ça fait un bout de temps. J'ai fait 22 pays. Puis ça fait un bout de temps que j'ai pas voyagé. Puis il n'y a rien qui me manque. Parce que j'ai jamais été aussi bien. Je me lève le matin. Moi, je vis au feeling. Je suis tout le temps en train de faire de quoi, mais souvent, j'ai rien de planifié. Mais je règle des affaires. Moi, j'aime ça régler des affaires. Boum, 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 boum. Ou je dis ouais à quelque chose, je suis engagé, parfait. Je viens de meubler, mettons, 48 heures de travail intense. Parfait. Après ça, je me prends 2-3 jours, je promène avec mon chien, je fais mes petites affaires, puis tout ça. Au début, je me sentais coupable. Hey, j'ai dit, on dirait c'est comme je suis l'aide sociale. C'est comme j'ai rien à faire. Là, j'étais là. Je suis pas productif. Mais c'est quoi cet égo-là mal placé? Ah ouais. J'étais à la retraite, je suis en liberté financière, je me promène avec mon chien dans le bois. Pas en train d'attaquer du monde. Je n'ai pas à me sentir mal. Non, je fais quelque chose de bien dans la Mm. société. Puis là, je me rends compte à un moment donné, plus je suis heureux, plus le bonheur se bâtit, plus je suis agréable pour les autres. Là, je me dis, moi aussi, j'aime ça rencontrer du monde heureux. Pas juste du monde qui arbure au plaisir, parce que le plaisir, on a tellement de choses qui nous est offert. On vit dans un gros buffet. Tu as déjà été dans des buffets chinois, peu importe. À un moment donné, il y a tellement de stock, il y a trop Careful what d'affaires. you puis tu eat. sais Ouais, pas c'est ce que tu. Tu sais, comme il y a trop de choses de disponibles. Puis les gens qui nous entendent, là, qui viennent de l'extérieur, des fois, ça fait 5 ans qu'ils sont au Québec, au Canada, ça fait 2 ans, 3 ans. Il y en a qui c'est récent, il y en a qui sont réfugiés, sont en attente de documents. Eux autres, ils capotent parce qu'on peut aller à l'université avec des subventions, ça coûte presque rien. On a des grosses voitures, on a des grosses maisons, en tout cas pour eux. Il y en a qui vont dire, mais non, ma maison est petite. Non, mais t'es un peu, c'est parce que t'as pas voyagé. Non, c'est ça. Moi, je suis allé dans des pays de guerre, là. On va te dire une chose. Oublie la guerre. Essaie juste de trouver un appartement à Marseille. Non, oublie ça, là. Écoute, tu vas vivre dans un genre de loft où est-ce que ton lit, ta cuisine et ta salle de bain dans la même pièce. Tout va être comme ici, Donc, comme puis c'est pas pauvre, là. C'est le style de vie. Donc, everything is about Mais c'est perspective. incomparable. Là. Il suffit de voyager un peu pour réaliser comment on a tellement de choses. Puis en même temps, on dit, mais pourquoi il y a tant d'anxiété? Pourquoi le taux de suicide est si élevé? Pourquoi les gens se plaignent autant? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de développer, à mon avis, je vais être humble là-dedans, mais à mon avis, ils n'ont pas pris le temps de développer leur bonheur intérieur. Ils n'ont pas bâti leur relation. Tout était axé sur leur ego. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir? Qu'est-ce qu'ils vont acheter pour le devenir? Et après ça, entretenir le plaisir. T'entretiens ton plaisir. Mais si t'entretiens ton feu de foyer avec du papier journal, tu vas en brûler. Tu vas être esclave. Ouais, tu vas être esclave de ton foyer. Ouais, exactement. Tu ne pourras jamais le quitter, ton foyer. Tu vas l'alimenter. Fait que là, c'est de trouver de quoi qui va t'allumer intérieurement puis qui va rester allumé, l'espèce de petite flamme de gaz naturel qui est toujours prête, qui est toujours en dedans. Fait que ça, bâtir son bonheur, bâtir son patrimoine, bâtir sa vie financière, au lieu de carburer au jour le jour, hein, on a juste une vie à vivre, on flambe tout. Je connais personne qui flambe tout, puis qui est à crédit, puis qui est content.
puis qui dit on a juste une vie à vivre avec des cartes de crédit à 25 000 loadées. Voyons, on a juste une vie à vivre. C'est parce que là, ta santé, tu dors plus à un moment donné. Puis on n'a pas besoin de le dire aux gens. Là. Ils le savent. Là. Ils se sentent déjà assez coupables. Ouais. Puis moi, je suis à l'aise de le dire parce que j'ai déjà monté une carte de crédit à 28 000 dans les années 90. C'est comme si aujourd'hui, c'était pratiquement 50 000. Ouais. Je capotais. Aller cogner sur un syndic pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai fait un budget avec un syndic. Finalement, je n'ai pas été en démarche, je dois le dire. Mais j'ai fait un budget avec un syndic, une première rencontre gratuite, puis on a évalué les affaires, puis je suis arrivé avec des documents, puis tout. Mais l'exercice t'a marqué. Mais, hey, tu sors de là. Tu sors de là, puis tu fais semblant que tu cherchais quasiment les toilettes, là, puis tu t'en vas. Non, sérieusement, je sais c'est quoi le feeling. Puis tu te dis, mais tabarouette, moi, les meubles que j'ai achetés 6 mois sans intérêt ou 1 an sans intérêt, ou le lave-vaisselle flambant neuf, puis tout l'électroménager, puis tout ça. Ouais. C'est ça, là, la fameuse carte de crédit qui rendait à ce montant-là. Puis ça, c'est au début de la vingtaine. J'ai fait des erreurs. Je suis pas dans le jugement. Mais non, mais c'est à un moment correct, donné, c'est un bon point. Ce Que apprendre stress-là, tes erreurs. je le veux plus. Ouais, je le veux plus. Exact. Je veux de la sécurité, je veux du confort. Et surtout, mes enfants qui manquent de rien. Ça, il n'y a pas un père qui sera pas d'accord avec moi. Puis aujourd'hui, là, à 55 ans, là, il me reste peut-être quoi? 30, 40 ans? Peut-être 50 ans à vivre aujourd'hui. Ça va très, très vieux. Les gens sont malades longtemps, mais ils meurent vieux. Health span and faut que lifespan. tu l'évalues, ça. Oui, exact. Ouais. Faut que tu l'évalues, puis tu te dis, c'est quoi qui m'attend? Puis si un jour, je suis malade, puis je perds mes facultés, comme un de mes amis qui l'a déjà perdu, puis qui a mon âge, bien, avec un peu de sous, au moins la dignité, espèce de confort, ou de dire d'être capable de rester à la maison, puis d'avoir les moyens, même si le gouvernement paye une partie, mais d'avoir les moyens de dire, je vais faire ma rampe, puis je vais faire ci, puis je vais pouvoir rester avec mes enfants au lieu d'aller dans un centre. Où cette liberté financière-là, des fois, je sais que c'est pas sexy comme rêve puis objectif de vie, mais tu arrives à un point à un moment donné où tu dis, moi, au moins, je veux me payer du confort si jamais j'ai un malaise, des soins longue durée, je vais être protégé pour ça. Si je pars avant, bien, l'assurance vie que je vais laisser à mes enfants, ma conjointe, ils vont pouvoir continuer comme si, c'est sûr, j'espère qu'ils vont avoir un peu de peine, mais ils vont pouvoir continuer comme si j'étais, tu sais, comme je suis plus là, mais c'est comme si j'étais là parce que il ne manquera pas de sous, puis il ne manquera pas de rien. T'sais, fait que ça reste que l'argent, c'est une ressource. L'argent, c'est un lubrifiant social, c'est le fun. L'argent, c'est une ressource, c'est une sécurité, mais c'est surtout des outils. Il faut que tu bâtisses quelque chose avec ça. Et si les outils arrivent et tu t'en débarrasses, ils arrivent, tu t'en débarrasses, ils arrivent, tu t'en débarrasses, la paye, elle rentre, elle repart, la paye, tu fais rien avec, mais tu fais quoi, là? C'est le tapis roulant de la vie, là? Ouais. Tu vas faire quoi, là? Tu vas faire ça pendant 30 ans? Ça n'a pas de sens. Je pense que c'est vraiment, en anglais, on dit wisdom. Tout ce qu'on a discuté depuis 62 minutes a été j'espère, très utile pour nos auditeurs. Auditeurs, ça se dit? Oui, c'est ça. Absolument. Les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent. Écoute, c'était extrêmement fascinant. Pat, on aurait pu rester une heure, j'aurais aimé ça. Mais écoute, je pensais qu'on n'avait pas commencé encore. Ouais, c'était juste le réchauffement. Tu reviendras saison 5. Écoute, avec plaisir. Pat Raymond, financièrement parlant, podcast que tu continues à faire encore aujourd'hui. Absolument. Là, je vais en pause de Noël. Donc, c'est bon. Ça prend des pauses des fois. Oui, j'en ai besoin. Écoute, vraiment une belle discussion. Merci d'avoir partagé ton parcours. Merci d'avoir partagé tes connaissances. Merci à toi de l'invitation. Et merci de m'avoir écouté sur mon parcours également. J'ai eu la chance de parler un peu de moi. Donc, écoute, je me sens bien. Tu as été bon, tu as été transparent, puis je te connaissais pas tant que ça. J'ai appris beaucoup sur toi aujourd'hui, Ryan. C'est très sympathique, sincèrement. Merci, c'est très gentil. On va couper cela avant que je tourne tout roux, avant que je commence à pleurer, exactement. Pat, Raymond, merci beaucoup. Merci à tout le monde et à la prochaine. Salut. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.